Voilà, en fait, c'est une cité qui va en fait voyager à travers trois continents. Donc, on verra en fait comment ça, moi ça m'intéressait pour savoir pourquoi cette cité s'est mise à déménager à travers trois continents au Moyen Âge. On n'entend pas ton micro, il paraît. C'était un coût inaccessible à la moyenne des citoyens. Alors, nous parlons pas en fait de la péninsule ibérique, elle était réduite à un simple consommateur. Autant en fait, euh, dans cette partie de l'Europe, on pouvait encore faire des plus-values, faire du commerce et gagner un peu d'argent avec ce commerce. La péninsule ibérique était simple consommateur qui payait le plus fort, prix le plus fort, en fait, ces marchandises qui arrivaient de l'Extrême-Orient. Bien sûr, il y avait d'autres routes qui étaient un peu plus compliquées, sachant en fait que le meilleur moyen de transporter la marchandise à l'époque, c'était la voie maritime. On ne s'imagine pas traverser des montagnes quand il pleuvait en fonction des saisons, c'était très aléatoire. Et donc le moyen le plus sûr et on pouvait transporter la marchandise en masse, c'était la voie maritime. On va parler des Templiers. On avait dit tout à l'heure, en fait, pendant la Reconquista, ils étaient très impliqués en fait, dans la chasse des musulmans et des juifs non convertis donc, vers l'Afrique du Nord. Et les Templiers, en France, il se passait quelque chose de particulier, c'est-à-dire il y avait un conflit entre la religion et la royauté. Donc le roi Philippe le Bel, donc le roi Philippe IV, qui voulait imposer au fait son autorité, il avait un problème d'autorité au fait qui faisait qu'il avait un conflit avec le pape Boniface VIII. Et donc le pape, il voulait absolument en fait que euh, la loi religieuse soit au-dessus de la loi temporelle. C'est-à-dire c'est d'abord le pape qui décide et sa loi était supérieure à celle du... pour schématiser. Le, donc à partir de là, en fait, il y aurait... Pardon. Le Tardesia, c'est le traité qui parle. En fait, le vent favorable, il s'est écarté de l'Afrique. Il a trouvé une île. Donc ça va très vite. Il est parti au mois de mars, il est arrivé au mois d'avril. Ça va assez vite. Il faut dire que les Portugais ont innové. Donc le roi Henri le Navigateur, il avait créé une école de navigation avec toutes qui touchait à tous les domaines de la navigation, c'est-à-dire les outils de navigation. Donc ils ont modernisé les outils, ils ont modernisé les navires, donc ils ont même créé un nouveau navire qui s'appelait la Caravelle, donc avec 3 ou 4 mâts qui allait très très vite et qui pouvaient accoster sans trop de dégâts parce qu'ils n'étaient pas très profonds en fait, au niveau de la coque. Et donc là, en fait, ils allaient assez vite. Donc Pedro Alvarez Cabral, en fait, qui est parti en 1500 au mois de mars, il est arrivé à une île au mois d'avril. Ça va assez vite. Donc en faisant le grand écart, donc il a découvert en fait une terre. Donc il a pris contact avec les habitants donc, de cette île, très, très conviviaux, c'est assez amicaux, donc en général on ne parlait pas la langue, on échange en fait des cadeaux en signe
bienveillance et un signe de relation amicale. Donc il a décrit, en fait, sur une lettre, en fait, il a décrit ce qu'il a trouvé. Et donc il a envoyé un bateau qui a fait le retour à Lisbonne pour informer le roi. Et lui, il a continué donc, le tour de l'Afrique. Donc cette lettre est arrivée au roi donc, pour lui indiquer qu'il a trouvé une grande île. Donc il a... donc il a planté une croix donc à cet endroit-là qu'il appelait l'île de la vraie croix, donc l'île de la Veracruz. Il a continué son chemin donc pour contourner l'Afrique, donc il a fait le tour. La même chose, le cap de Bonne-Espérance, il a perdu 3 bateaux donc, qui ont coulé. Il y a un qui était perdu, donc il ne savait pas où il était parti. Donc, vu la tempête, les bateaux partaient dans tous les sens. Donc il a continué, il est arrivé en fait à Calicut. Et là, en fait, il a fait un accord de commerce avec un roi local. Et la première nuit, en fait, il y a eu un des bateaux a été vandalisé et tous les marins étaient tués. Donc il était obligé de sortir les canons et de commencer les guerres pour leur montrer qu'il n'était pas là pour jouer. Et donc finalement, il a réussi quand même à faire son accord et de revenir, refaire le chemin inverse vers Lisbonne. Donc vers le retour, puis il a retrouvé le bateau qui était égaré, il a retrouvé les marins en fait, sur la côte africaine, par chance pour eux, très affaiblis, quasiment au bord de la mort. Donc il les a récupérés, il est remonté donc jusqu'à, avec beaucoup de difficultés parce qu'ils étaient obligés de décoper parce que les bateaux prenaient l'eau. Et donc de justesse, ils sont arrivés au Portugal, avec un chargement qui était intéressant. Un chargement parce qu'en fait, ce qui était produit qui intéressait en fait, beaucoup l'Europe, ce sont 2 épices connues, c'est le clou de girofle et la muscade. Ça valait plus que l'or. C'est-à-dire quand on achetait 1 kilo de clou de girofle ou de muscade, par exemple à 1 euro, je dis n'importe quoi, on le vend 800 ou 1000 euros en Europe. Donc, le voyage valait la peine. Et donc les marins étaient aussi bien rémunérés. Donc là, par exemple, le voyage de Pedro Álvarez Cabral, donc il l'a négocié contre 37 kilos d'or et la possibilité d'avoir une partie du chargement pour son propre commerce, son propre business, on va dire. Bon, pour l'instant, on n'a pas parlé de la cité. Alors, pour ces voyages, en fait, là, en fait, on voit le nord d'Afrique. Juste partie là, la partie nord de l'Afrique. Ça, c'est le détroit de Gibraltar, que vous voyez. Donc, il y a juste l'Espagne en face. Et pendant les voyages, en fait, pour sécuriser ce chemin, en fait, cette route maritime, les Portugais ont créé en fait, des fortifications qui vont être en fait une sorte d'alerte. En cas de besoin, si les bateaux passaient par les navires passaient en fait, sur la côte. C'est les îles du Cap-Vert. Pardon? Ce sont les îles du Cap-Vert qui sont portugaises et qui servent de relais. Voilà, ça c'est pour faire des haltes. Donc il y avait Madère. En fait, les Portugais ont déjà commencé à prospecter en fait, au large. Ils avaient déjà découvert l'île de Madère, les Açores, et même les îles Canaries, en fait, qui leur appartenaient jusqu'à une certaine époque, avant de passer aux mains des Espagnols. Et donc toutes ces îles, en fait, quasiment toutes les îles qui étaient autour de l'Afrique appartenaient aux Portugais. C'est-à-dire même jusqu'au sud, le Cap-Vert, donc toutes ces îles appartenaient aux Portugais, parce qu'ils ont prospecté quasiment tout l'océan Atlantique.
Et donc là, en fait, ils ont créé, donc, pour protéger en fait, cette route maritime, ils ont... Il faut continuer. Hein? Ok. Allez. Bon appétit. Hein. Donc on va voir en fait toutes les cités en fait, que les Portugais ont créées pour protéger donc cette route maritime. D'abord en 1415, il y a Ceuta, c'est une ville qui existe toujours. Ksarseguir, ce qui veut dire la petit roi. Occupé par les Portugais. Arzila, Mazagao, Safim, qui est Safi aujourd'hui, Graciosa, Santa Cruz de Cabo de Guerre, Aguz, Castelo Real, Mogador, qui est Saouira aujourd'hui. Donc Sao Jao de Mamora, qui est Rabat aujourd'hui, Anfa, qui est Casablanca, Azamour, qui est toujours Azamour. Et pourquoi il y en a qui ont des étoiles? Pardon. Celles qui ont des étoiles, Les croix, comme si c'était pour manger. les croix, c'est des cités, en fait. Ah, Autrement, c'était des petites fortifications. Donc, en fait, ils créaient soit des petites fortifications strictement militaires, ou alors des petites cités où il y avait quand même quelques habitants. Et donc, il y en a une qui est en vert, en fait, celle qui va durer le plus longtemps, qui s'appelle Mazagao, et qui était la dernière cité, en fait, à être occupée par les Portugais. Donc, en fait, ils avaient créé, en fait, souvent, en fait, elles étaient toutes militaires. Il y avait soit des petits fortins où il y avait des militaires avec du ravitaillement. Donc, c'était pour d'abord surveiller un peu l'arrière-pays. C'était par rapport aux musulmans, c'est ça? Pourquoi ils avaient fait autant de... Eh ben, pour surveiller cette route maritime. C'est-à-dire parce que il faut savoir en fait que d'abord en Méditerranée, il y avait beaucoup le deuxième métier de marin, enfin le troisième métier, c'était le piratage. Alors, pas dans les pirates, les pêcheurs, le commerce et les pirates. Donc voilà, ils avaient peur au fait que et ils espéraient au fait aussi faire du commerce avec l'Afrique. Malheureusement, c'était des points de ravitaillement aussi quand même. C'était des points de ravitaillement et de surveillance donc de la route maritime. Donc là, j'ai noté celle de Mazagao parce que c'est celle qui va être la dernière cité à être occupée par les Portugais. Et donc, pourquoi en fait, au début, les Portugais s'intéressaient donc à cette route, et ça correspond quasiment à la découverte par ce fichu Pedro Álvares Cabral qui a découvert le Brésil, et du coup, les rois portugais s'intéressaient moins à cette route maritime parce que quand même elle était très, très aléatoire, très compliquée pour contourner l'Afrique, pour aller chercher de la marchandise à l'extrême-orient, donc c'était assez compliqué. Et depuis la découverte donc, par ce marin Pedro Álvares Cabral du Brésil, du coup l'attention des rois portugais s'est détournée de cette route et ils se sont du coup intéressés à cette île. En fait, ce qu'il a découvert, ce qu'il a décrit comme une île, le roi du Portugal va financer immédiatement après. En fait, on a vu tout à l'heure, je reviens juste à cette carte. Donc là, en fait, on voit Pedro Álvares Cabral, dès qu'il touche cette île, il envoie immédiatement un bateau pour envoyer une lettre au roi. Et le roi, tout de suite, il va envoyer un bateau pour explorer, justement. Parce que ça faisait partie de cette frontière du fameux traité de Tordesillas.
Donc cette partie appartient au Portugal. Tout de suite, il va envoyer en fait, des bateaux pour explorer cette terre. Et donc, il va envoyer quelqu'un qui s'appelle Vespucci Amerigo Vespucci. Et donc, il va confirmer que ce n'est pas une île, mais c'est un continent. Et à partir de là, le Portugal va commencer à s'intéresser à la colonisation donc, de cette terre. Amerigo Vespucci qui était italien. Donc c'est lui qui a donné son nom à l'Amérique. Comme en fait les Vénitiens étaient des excellents navigateurs, souvent en fait les rois de Portugal et d'Espagne faisaient appel donc aux Vénitiens, enfin aux Italiens pour explorer. Comme Christophe Colomb, qui était italien et non espagnol. L'Afrique les intéressait pas tant que ça alors. Les intéressait plus parce que c'était compliqué. Ils ne se voyaient pas en fait investir trop d'argent parce qu'à on a vu au fait que Vasco da Gama pour aller-retour faisait 1 an avec toutes les complications. À chaque fois, il perdait des bateaux. Donc, c'était pas finalement pas rentable. Trop compliqué. La route qui descend sur l'Afrique est beaucoup plus difficile que la route qui s'en va sur l'Amérique, sur le Brésil. Parce que là, tu as les alizés portants qui amènent tout naturellement les bateaux sur la côte brésilienne. Ah oui, c'est pour ça en fait que Pedro Álvarez Cabral, il a suivi en fait les vents favorables jusqu'à découvrir les alizés jusqu'à trouver en fait tomber sur l'Amérique. Et là, en fait, même aujourd'hui, on voit que cette frontière, parce qu'on avait une vision, une idée de cette frontière assez aléatoire, assez approximative, on voit très bien en fait, que la partie ouest de l'Amérique du Sud, elle est espagnole, et la partie ouest, elle est portugaise. Donc ça respecte assez le traité de Tordesillas. Après, il y a eu d'autres explorateurs comme Magellan, en fait, qui a essayé, en fait, lui, de faire le tour. Et il n'y est pas arrivé, malheureusement. Mais voilà, il est mort avant d'arriver à faire le tour. Et donc là, en fait, on va faire un zoom sur cette partie-là. Donc là, en fait, ça c'est le Maroc. C'était la Mauritanie, le pays des morts. Là, on est au nord de l'Afrique et les Portugais vont installer en fait toute une série de fortifications ou de cités. Et donc, on a dit que la cité qui a duré le plus longtemps, c'est celle de Mazagao. Alors, une cité, on va raconter D'abord, en fait, il y a eu un premier repérage, celle à laquelle on va s'intéresser. Donc, les Portugais vont d'abord faire un repérage. Ils vont découvrir un petit village de marins avec une tour qui était abandonnée, qui s'appelait El Brija. En arabe, ça veut dire la petite tour. Donc, par exemple, Borj Khalifa. Borj, ça veut dire tour. Brija, ça veut dire tourette, petite tour. Donc là, en fait, ils vont, à partir de ces tours, faire une petite fortification strictement militaire, qui s'appelle Castelo Real, et où il y avait, qui devait faire 1500 mètres de surface sur 2 étages. Il y avait du ravitaillement et de l'hébergement pour les militaires, et donc qui devaient surveiller l'arrière-pays et aussi la côte pour voir s'il n'y a pas des pirates ou des guerriers qui venaient embêter en fait ce couloir marin. Sauf qu'en fait, cette fortification, ce petit fortin, en fait, il va s'avérer très fragile. Donc, il y avait toujours l'assaut
donc des Maures qui voyaient ça d'un mauvais œil, les Portugais viennent s'installer sur leur terre. Et donc, à un certain moment, en fait, le gouverneur donc, de ce fortin va demander au roi de l'aide. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose, c'est intenable. Et là, le roi va donner son accord pour créer une grande fortification. Donc, il va faire appel à un architecte italien qui s'appelle Benedetto da Ravenna. Donc, c'est un architecte spécialisé dans les fortifications militaires. Donc, c'est un gars qui réfléchissait tout le temps, qui regardait les armes, comment ils étaient, il adaptait les dessins donc des bâtiments pour que ça résiste aux armes de l'époque. Et ça correspondait aussi à une époque où on passait de l'arme blanche à l'arme à feu. Donc, c'était des canons. Donc, lui, il a adapté ces constructions à l'arme à feu. Donc, il essayait d'innover. Donc, il a proposé au roi, en fait, cette architecture, ce plan, hein, qui était à moitié sur la mer et à moitié sur terre. Et donc, c'est une grande cité, en fait, qui pouvait accueillir jusqu'à 3000 personnes, condensées, c'est un peu serré, confiné avant l'époque. Et donc, avec des douves, et on pouvait sortir directement à la mer. C'est-à-dire, il y avait une porte qui est la porte à Domar, donc la porte de la mer. Et donc, on pouvait, en ouvrant une grille, sortir avec un bateau et aller un peu comme dans Fantomas. Donc, on pouvait sortir de la maison sur un bateau. Et donc, cette fortification va s'avérer diaboliquement efficace. Il y a un peu un style Vauban. Elle existe toujours. Un peu différent, on va le voir en fait, parce qu'il a construit quelque chose en France. C'est pas aussi tarabiscoté que le En fait, quelques bâtiments donc de cet architecte. Donc ça, c'est la cité de Mazaga aujourd'hui, donc qui est sur la côte marocaine. Et ça, c'est le fort de Saint-Elme qui se trouve pas loin de Collioure. Et donc c'est Benedetto da Ravenna qui l'a fait, avec la particularité, en fait, il a fait des murs cassés. Au lieu que l'architecture classique, c'était des murs tout droits. Et lui, il a cassé les murs pour la simple raison, en fait, c'est que les canons qui étaient postés ici, ils voyaient mieux cette partie-là. Comme elle était un peu plus inclinée, ils pouvaient mieux tirer en fait, sur le côté opposé. Et donc, cette architecture va s'avérer très efficace. Et donc, cette cité, en fait, c'était la dernière. Et toutes les cités, en fait, petit à petit, les Portugais fermaient ces cités, les cités partout sur la côte marocaine. Et certains habitants d'autres cités venaient converger donc, pour habiter dans cette cité qui était moitié militaire. C'était une vraie ville. C'était une vraie ville avec tout ce qu'il fallait. Alors, les Mazaganistes, les habitants de Mazagan. Donc là, en fait, c'était le gouverneur qui était un homme raffiné, vu son statut. Il disait que je ne me suis pas senti dépaysé par l'Afrique, mais bien plutôt par ses habitants, ceux de l'extérieur comme ceux de l'intérieur, de la place forte. Ils ne se distinguent d'ailleurs que parce que les uns portent la barbe et les autres non. En fait, pour lui, c'était c'était pas des bons vivants. Ils étaient rudes, ils les trouvaient très difficiles. Et il suffit de regarder les mains des femmes qui font les services les plus grossiers dans leur maison pour rebuter n'importe quel homme au bout délicat. Donc il avait une... Non, parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, ils étaient enfermés, ils faisaient un peu c'était des paysans, ils faisaient
Il a raison. Soit que Voilà, le c'est- problème, c'est que je pense que le mec, c'était la main pour elle avec la crème. Oui, oui, je pense. C'est un homme raffiné qui avait ça. Alvarez des Cunha, Ouais. Oh, la plupart des Portugais, ils ont des particules, hein. Donc les Mazaganistes, en fait, pourquoi ils étaient là? En fait, là, ils étaient, c'était une petite cité qui était, il y avait à peu près 2600 habitants, où il y avait quasiment tous les métiers. Ça fonctionnait avec tous les services qu'il fallait dans une ville. Donc il y avait des boulangers, charpentiers, bouchers, maréchal ferrant, éducateurs. Ils fonctionnaient quasiment en autonomie, sauf qu'ils ne produisaient rien. Ah oui. Voilà. C'était une cité de service. Donc tout ce qui leur arrivait par cette petite porte, c'est-à-dire le roi de Portugal. Il subvenait à leurs besoins tout le temps. C'est-à-dire C'était des Portugais ou pas dans cette société? des Portugais. Bah oui, c'est eux qui ont créé Oui, la oui. cité, bien sûr. D'accord. Portugais qui Non, mais habitaient là. c'est peuplé de Portugais. Oui, oui, c'était des Portugais. T'avais un curé, des prêtres. Oui, c'est. Comment Oui, oui, non, mais. Non, mais c'est bizarre. C'était des Portugais, donc ils vivaient quasiment enfermés. Bah, c'est-à-dire le ravitaillement était négocié par le roi du Portugal, où on leur amenait des bateaux de ravitaillement, c'est-à-dire de nourriture, d'outils, ils ne produisaient rien. C'était on peut dire, une cité de service, au service du roi et au service de la chrétienté. Et donc, le roi, si vous voulez, il contractait avec différents fournisseurs donc pour ravitailler cette cité, en particulier en nourriture, et ça peut être n'importe quel pays. Souvent, c'était les pays du Nord, la Hollande ou le Danemark, donc qui gagnaient le marché et qui ravitaillaient la cité pendant 2 ou 4 ans, jusqu'à 4 ans. Et la cité, en fait, il y avait des habitants permanents. Alors, on peut imaginer en fait, qu'il y avait des Portugais qui n'ont jamais vu le Portugal, qui sont nés dans la cité, leurs descendants sont nés dans la cité. Il y avait aussi des temporaires. Les temporaires, souvent c'était ceux qui arrivaient pour quelques années, c'était des nobles qui venaient quasiment en vacances, ce qui posait un certain problème aux habitants de la cité, parce qu'ils avaient de l'argent, ils s'affichaient, ils draguaient un petit peu les filles de la cité, donc ça créait des tensions, des jalousies. Et aussi, il y avait ce qu'on appelait les degredados, donc c'était les prisonniers ou les bannis, donc on les envoyait aussi à la cité. Donc voilà, la cité en fait, est quasiment enfermée sur elle-même, avec quelque part un rituel. Donc voilà, en fait, leur vie quotidienne était, on peut dire qu'elle était monotone. Donc, monotone. Ils vivaient dans la cité, ils avaient leurs petites habitudes, mais à l'intérieur de la cité. Il était quasiment interdit de sortir, au risque de se faire capturer par les morts. Non, parce qu'en fait, bon, c'était il y avait des assauts réguliers donc des morts qui n'acceptaient pas du tout que cette cité soit placée sur leur terre. Non, c'est si, il y avait une zone tampon, mais c'était uniquement pour la sentinelle. C'est-à-dire, tous les matins, il y avait une sentinelle, relève de la sentinelle, qui surveillait les alentours en fait, de la cité pour
voir s'il y a l'approche d'infidèles. Enfin, les infidèles des uns étaient, les uns étaient les infidèles des autres. Ah oui, donc c'était une grande cité, mais en soi, elle était. Enfin, on l'a vu en termes de kilomètres. C'était petit, c'était assez petit. Je pense que les gens devaient bien se connaître et se croiser régulièrement dans la journée. Et, donc, parfois, en fait, il y avait quand même des moments où il n'y avait pas de guerre, il y avait des batailles, il y avait des moments de paix où les gens s'aventuraient un peu aux alentours de la cité. Il y avait des petits champs où ils cultivaient leur... Alors, il n'y avait pas de commerce du tout avec les populations. si, en temps de paix, il y avait du commerce avec la population locale. Ça appartient au Maroc. On verra. Non, mais qui est la population qui habite dedans aujourd'hui? C'est plus le ça. Marocain. On verra. Attends, Tu vas C'est voir. la fin de l'histoire. Voilà. Ah, c'est la toute Donc voilà, hors de période population locale. Mais si vous voulez, la cité restait malgré tout enfermée. Même au niveau du vocabulaire, en général, quand on côtoie d'autres populations, on trouve des termes. Mais là, au fait, il n'y a pas vraiment de traces de cette population. C'est-à-dire qu'elle était restée assez enfermée. Alors, donc là, en fait, il y avait des assauts réguliers contre cette cité. Et donc, ils appelaient ça la pierre de la honte, le caillou de la honte, le roi du Maroc et de l'époque. Et donc, il a organisé en fait un siège autour de cette cité et avec 120 000 hommes. Et les mazaganistes vont recevoir en fait de l'aide du roi, donc du Portugal. Et donc, à l'issue de cette bataille, il y a eu énormément de morts côté morts. Donc, il y a eu 25 000 morts, 100 et quelques soldats des mazaganistes. Et la cité a montré son efficacité. Donc, à partir de là, en fait, cette cité est devenue quasiment le symbole de la chrétienté dans toute l'Europe. C'est-à-dire, dans beaucoup de villes en Europe, on chantait la gloire de ces valeureux chrétiens qui ont combattu avec ferveur donc les infidèles musulmans. Les canons étaient efficaces, hein. Pardon? Je dis les canons, ils ont pu être efficaces. Toute la cité est efficace. L'architecture de la cité est efficace. Parce que ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pratiquement pas eu de morts. Du côté. Oui, Ah, ça oui. dépend de quel côté. Bah, t'as 25 000 et t'as 100 de l'autre côté. Ouais. Bah ouais. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui s'est pris une petite fessée. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a quand même des morts. Quoi. Ça dépend de quel côté tu te... Et donc ça, c'est une bataille qui va rester gravée dans la mémoire donc, de ces mazaganistes. Là, on parle de 100. Oui. Donc petit à petit, en fait, le roi, en fait, il va, comme on l'a dit tout à l'heure, il a découvert, donc les Portugais ont découvert le Brésil et il va se désintéresser petit à peu à cette ville jusqu'à quasiment la laisser, pas à l'abandon, mais quasiment. Donc il ne savait pas quoi faire de cette cité. Donc donc, pardon? Ouais, tu vas voir. Donc là, en fait, il y a eu, donc il commençait à y avoir de l'abandon, c'est-à-dire ne verser plus de soldes aux gens, parce que on peut dire que c'était des fonctionnaires, donc qui travaillaient pour le Portugal, pour le royaume. Ils étaient, on peut dire qu'ils font du sacrifice de leur vie contre un solde, et puis nourris, blanchis, et puis contre un solde, mais ils vivaient quand même enfermés dans cette cité quasiment à vie. Donc, à un certain moment, les soldats commençaient à vouloir déserter.
Et par exemple, quand il rentrait au Portugal, il ne revenait jamais, il disparaissait dans la nature. Donc le gouverneur donc, a été remplacé par un autre qui s'appelait Mendonça Furtado. Furtado, comme c'est un ancêtre de Ouais. Nelly Furtado, la chanteuse. Et donc là, en fait, l'organisation de quitter la cité commence à se dessiner. Donc pour le roi, en fait, il y avait, je vais décrire le parallèle entre ce que pensait le roi et les mazaganistes. Le roi, en fait, le coût du voyage et déception de l'itinéraire bis vers les Indes. Le nouveau monde et les grands changements, c'est-à-dire l'intérêt pour le côté Brésil. Donc, priorité à la colonisation de Mazagao, du Nouveau Monde. Il faut dire aussi qu'il y avait une course à l'époque à la colonisation, c'est-à-dire entre les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais et les Hollandais en particulier. Donc, il y avait une course à celui qui va s'installer en premier dans ces terres. Et voilà, on donne la priorité à la colonisation parce qu'on y a trouvé d'autres intérêts. Au Brésil, il y avait du bois exotique, il y avait de l'or, donc ils savaient en fait, exploiter les mines d'or. Il y avait des fruits, il y avait d'autres intérêts qu'ils ont trouvés au Brésil. Et puis le roi ne savait pas comment en fait, présenter le fait de demander à la population de quitter cette cité. Donc les Mazaganistes de leur côté, ça c'était bien plus tard. Tout à l'heure on a parlé de la première bataille. Là c'est quelques décennies après. Donc on sentait en fait que il y avait une autre bataille qui s'organisait côté mort. Donc il y avait ils commençaient à encercler la ville par la terre. Et les Mazaganistes, bien sûr, pour eux, c'était une nouvelle occasion de faire la démonstration de leur force comme la première fois. C'était leur raison de vivre. Hein. On est là pour défendre la chrétienté et l'intérêt du pays. Voilà, donc le roi leur a annoncé avec difficulté qu'il fallait quitter la cité. Là, c'était le drame. C'était presque l'émeute. Si vous voulez, quand les Mazaganistes ont entendu le fait qu'ils doivent quitter leur cité, leur pays, parce la plupart ne connaissaient que cette cité, hein, donc pour eux, quasiment le Portugal, c'était l'étranger. Donc, c'était le drame. Donc, il commençait à y avoir des émeutes. Surtout qu'ils s'étaient préparés à cette guerre. Ils commençaient à s'organiser, à dépaver les rues, parce qu'on dépave les rues quand il y avait une guerre. Et on commence à armer, à se poster en fait, autour du mur de la cité, jusqu'à ce que en fait, le gouverneur leur dit on arrête. Le roi a décidé que vous rentriez. Donc là, pour eux, il commençait à y avoir des émeutes jusqu'à menacer le gouverneur de mort. Au final, en fait, ils se sont fait à l'idée qu'ils doivent rentrer. Il n'y a pas le choix. Le roi leur a dit vos ancêtres ont donné tant de leur vie, maintenant vous avez droit à un repos bien mérité, donc on va vous organiser votre retour donc au Portugal pour retrouver vos semblables. Mais pour les Mazaganistes, ça ne passait pas. Donc de colère, en fait, ils ont commencé à tout casser. Donc la cité est détruite. Ils ont tué tous leurs bêtes, les chevaux, tout. Ils ont jeté leurs affaires, ils commençaient à brûler leurs maisons. Et donc ils sont partis, donc les 469 familles donc, sont partis de
de Mazagao, donc avec la gorge nouée. Il reste quelque chose maintenant. On verra. Non, mais je veux dire là, Sur la cité, sur la cité. ouais, on verra. Maroc. On va continuer. On va continuer. Oui, on va Tu continuer. aurais dû commencer par Tu es impatient. Donc voilà, en fait, ils vont faire leur voyage de la cité jusqu'à Lisbonne. Donc ils savent que c'est un aller sans retour. Donc beaucoup de personnes l'ont vécu. Hein. Donc je pensais aux Français d'Algérie qui savaient qu'ils doivent pas quitter ce qui était leur pays avec un aller simple. Donc eux, ils avaient ce sentiment-là, c'est-à-dire leur vie était là, ils se sont sacrifiés de génération en génération dans cette terre, et maintenant on leur dit de partir. Mais pour beaucoup d'eux, il n'y avait même pas de famille, c'est-à-dire ils partaient quelque part dans l'inconnu. C'était 200 ans après. Pardon? C'était quasiment 270 ans après la fondation de la cité. Ah oui, oui, c'est ça. ça. C'est plusieurs générations. Si on peut dire une dizaine de générations. Donc c'est pour dire le lien avec le Portugal, il était un peu imaginaire, on va C'est dire. lointain. Donc quand ils arrivent à Lisbonne, donc où il y a une période d'attente, donc on va essayer de leur trouver de quoi les loger. Il y en avait qui avaient la famille, ceux qui sont arrivés récemment, ils avaient de la famille. D'autres étaient logés à divers endroits, donc que le roi a sollicité pour cette période. Et donc on va leur annoncer un nouveau départ. Donc ces mazaganistes vont se joindre d'autres, soit des membres de la famille ou alors des personnes volontaires, souvent des îles. Pourquoi des îles? Parce que quand on habitait à l'époque dans une île, on avait l'interdiction de la quitter, sauf autorisation du roi. C'est la logique de colonisation. Quand on veut coloniser un endroit, on ne donne pas le choix aux gens. C'est-à-dire, ils y vont et ils y restent. Donc voilà, donc pour certains qui habitaient dans des îles un peu enfermées où il n'y avait pas grand-chose à faire, pour eux c'était un nouveau départ. Et donc les voilà partis de Lisbonne vers le Brésil. Donc en fait le roi s'imaginait qu'on prend une cité avec ses habitants qui marche bien, où il y a tout ce qu'il faut, les gens s'entendent, c'est une grande famille. On va les transporter quelque part et ça va continuer comme avant. Voilà, donc là, en fait, il y a des poèmes. C'est dommage, en fait, d'abord, c'est dommage que les mazaganistes aient massacré la ville parce qu'on n'a pas tellement de traces d'eux, c'est vraiment dommage. Et la seule chose au fait qu'on a de leur ressenti, c'est quelques poèmes qu'ils ont écrits pendant cette période un peu mélancolique. Donc, quel triste théâtre pouvait-on contempler dans cette malheureuse place? L'un crie, l'autre clame, l'autre soupire, le peuple tristement affligé s'affaire, les uns sur le cheval exécutent sa haine, l'autre jette son argenterie polie dehors. Toute la caste des animaux du troupeau est tailladée au revers des pattes. C'était un chaos de triste confusion, c'était un véritable valet de larmes, des soupirs, lamentations, afflictions, que l'on voyait sur ses poitrines médaillées. Mazagam était alors pleuré, alors que ses fils se furent vus perdus, portrait vivant de l'abîme éternel, s'il peut y avoir des portraits de l'enfer. Que veux-tu savoir encore d'un disgracié? Tu me vois pleurer maintenant, car je suis obligé en un instant à perdre pour toujours la terre, me retrouver épuisé, nu, dépouillé. Et ça, ce sont des poèmes de mazaganistes, en fait, qui, quelque part, pleuraient leur terre.
Donc, le nouvel exil, donc à Belém, À Belém, tu les as. donc Belém, ils partent de Belém, ils arrivent à Belém. 1642 personnes, 10 navires. Alors, le problème, c'est qu'il fallait faire vite, mais la terre d'accueil n'était pas prête. On devait construire des maisons pour accueillir ce nouveau village. Souvent, c'était pour occuper de nouvelles terres, pour coloniser au maximum le plus vite au fait de terre. Et finalement, en fait, il ne va pas y avoir un nouveau village, mais on va être obligé de les accueillir chez l'habitant qui s'était déjà installé. Donc, il n'y avait pas de... L'accueil était très, très mitigé. Donc, ils ont passé 2 mois en mer. Et ils sont logés, en fait, chez l'habitant, chez d'autres Portugais qui étaient arrivés avant eux, moyennant finance. C'est-à-dire les anciens habitants faisaient payer le roi pour ce service. Alors, on leur paye, en fait, le solde en argent, en reis, et l'autre en esclave. Donc là, c'est déjà une préparation en fait de se dire vous allez travailler. C'est-à-dire ce n'est plus Mazagao d'avant où vous étiez au service de l'État et de la chrétienté. Maintenant, vous allez travailler les champs, vous allez faire des travaux vous allez avoir de nouvelles fonctions. Et l'esclave était l'outil quelque part de ces nouvelles fonctions. Alors, il faut se mettre moi je ne porte pas de jugement, il faut se mettre à l'époque. Voilà. On est à l'époque, il faut réfléchir à l'époque. On peut juger par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, mais à l'époque, l'esclave était un outil comme un autre. Donc le déménagement, en fait, d'abord ils vont s'installer temporairement chez l'habitant. Très difficilement parce qu'en fait le climat est nouveau. D'abord très humide. Les matériaux qu'ils connaissaient ne sont pas présents. Il fallait apprendre à construire d'une nouvelle façon. Ils construisaient des maisons qui étaient démolies dès qu'il y avait une tempête. Donc c'était vraiment le cauchemar pour cette nouvelle population. Qu'au final, ils étaient obligés de faire appel aux locaux, c'est-à-dire les Amérindiens, pour les aider à construire leur nouvelle maison. Et donc, en fait, en 1783, le roi, en fait, il va jeter l'éponge. Pour caricaturer, c'était tellement compliqué en fait, d'implanter cette cité en Amazonie, parce que les gens... Pardon ? Des marécages. Oui. C'est que des marécages. Ils arrivaient, en fait, il y avait le fleuve et des arbres, et la forêt. Donc on imagine en fait le cauchemar pour cette population. Et donc finalement, en fait, trop de temps passé dans ces logements temporaires. Donc les jeunes se sont mariés, il y en a qui ont créé des commerces, il y en a le temps qu'on crée une nouvelle cité. Et finalement, peu de Mazaganistes vont déménager, encore une fois, c'est le 3e déménagement, vers la nouvelle cité de Nova Mazagao. Et jusqu'à ce que le roi décide au fait que, à la fin institutionnelle du déplacement de Mazagao. Voilà, donc je vais juste... En fait, on est à la fin. Donc, quand ils sont arrivés, donc ils étaient là, en fait, Mazagao Veio, donc c'est la vieille Mazagao. Et donc, cette cité, en fait, était très compliquée, ils ne pouvaient pas y habiter,
ils ont eu que des malheurs. Il y a eu une épidémie au fait, qui a touché la ville. Ils étaient obligés donc, de déménager vers le nouveau Mazagao. Et donc voilà, où ils sont aujourd'hui, je dirais c'est une population métisse. Parce qu'en fait, le roi souhaitait au fait que la cité soit gérée par des Portugais, pour des raisons de fidélité. Donc ça, on peut le comprendre. Mais ils étaient tellement peu nombreux qu'au final, ils étaient obligés de s'associer avec les Amérindiens et aussi les Africains. Donc les Africains esclaves, donc ce qui a créé cette cité métisse qui est aujourd'hui Mazagao. Pardon? Qui est le Brésil, on peut dire. La ville existe toujours aujourd'hui sous le nom de Mazagao? Oui. Là où elle est? Au Brésil, il y a deux Mazagao. Il y a le l'ancien vieux Mazagao et le nouveau Mazagao. Donc ça, c'est le vieux Mazagao. Donc là, c'est une cité qui ne s'est jamais développée. Donc il reste un petit bourg presque abandonné. Il y a quelques habitations, mais pas plus. Donc là, on va revenir à Mazagao du Maroc. Donc la vie de ce Mazagao, donc pour répondre à ta question, c'est le résumé en fait, des étapes qu'il y a eu. Donc il y a eu le repérage des Portugais, donc la consolidation de la petite tour, donc la construction d'un fortin, la forteresse, donc, qui est celle-ci là. Et donc en 1769, donc le Maroc, le roi du Maroc a appelé la Madouma, qui veut dire la détruite. Donc en fait, quand les Portugais sont partis, cette cité était inaccessible. En fait, ils ont amené plusieurs canteaux de poudre et donc ils ont détruit en fait, toutes les portes pour que la cité ne soit plus accessible. Et donc elle est restée même plusieurs décennies sans que voilà, donc l'intérêt du roi voulait que le roi du Maroc voulait juste que les Portugais partent en fait. Mais ils n'ont pas pu accéder, peut-être aussi pour des raisons techniques. Parce qu'au fait, en partant, ils ont piégé la cité, ils ont mis au fait des barils de poudre, et quand les morts sont rentrés dans la cité, il y a eu plus de morts. Donc ça a explosé, il y a eu plusieurs dizaines de morts. Donc c'est pour ça qu'elle est appelée la détruite, donc parce qu'elle a été brûlée et inaccessible. En 1822, donc, il y a un roi qui a restauré la cité. Après, au protectorat, donc, les Français l'ont rebaptisé Mazagan. Et à la fin, à l'indépendance, elle était renommée El Jadida, qui veut dire la nouvelle. Donc voilà, ça c'est une photo de la cité aujourd'hui. Ça c'est la cité, en fait, elle a été assez bien restaurée. Elle est classée à l'UNESCO. Et donc voilà, maintenant elle est habitée. Une année, on a loué en vacances, on a loué une maison à l'intérieur. Donc c'est assez agréable comme cité, surtout quand on s'intéresse à l'histoire. Et donc les Portugais, en fait, comme ils avaient une grande méfiance de l'eau qui pouvait venir par une rivière ou un fleuve, donc ils ont fait un système de récupération d'eau de pluie. Donc ils ont fabriqué une citerne et donc ils ne buvaient que de l'eau de pluie. Une grande citerne qui récupérait l'eau de pluie pour ne pas être empoisonné ou alors voilà. Souvent, en fait, la première arme facile, c'était empoisonner les cours d'eau pour tuer l'ennemi. Et voilà, ça, c'est des photos encore de la cité. Et là, en fait, on voit bien en fait, à marée haute
les bateaux, en fait, les petites barques, elles pouvaient quasiment rentrer dans la cité en toute sécurité. Donc c'était assez bien. Toujours la même Assez- cité, là. Pardon? Elle s'appelle El Jadida aujourd'hui. El Jadida. Oui, c'est la même, c'est la même. Ouais. C'est toujours les murs d'époque. Et ça, c'est la citerne portugaise. C'est là où ils stockaient l'eau. En fait, l'eau pouvait arriver jusque-là. Ils avaient une assez grande réserve d'eau. Et très beau. Voilà, ça c'est la porte de la mer, Porta do Mar. Et là, on revient en fait à ce qu'on a vu au début. Donc ça, c'est la fête. Au Brésil, à Mazaga, au Brésil, on fête toujours cette bataille mémorable dont je vous ai parlé. C'est devenu une fête plus religieuse parce que c'est Santiago de Compostelle, c'est-à-dire Saint-Jacques de Compostelle. Mais c'est donc où il mime encore en fait cette bataille avec la mise à mort des musulmans. Et voilà. Et jusqu'à récemment, en fait, c'était une fête tout court. C'est-à-dire on venait, on buvait, c'était très religieux. Et à partir de peut-être une dizaine d'années, il commence à s'intéresser à la vraie histoire de cette fête. Ouais. Ouais. Donc en fait, Ouais. Mustapha, c'est l'histoire de Portugais qui sont partis sur le continent africain, qui sont venus sur le continent européen, Oui, et qui sont partis sur le continent brésilien. oui, oui, brésilien. C'est pour ça que c'est le thème, c'était la cité. Et c'est quand même bien que les gens de cette cité aujourd'hui s'intéressent à leur histoire. Avant, c'était vraiment la fête, on venait, on buvait un coup, c'était strictement religieux et festif. Mais aujourd'hui, en fait, il revient à l'essence même de cette histoire. Voilà. Et c'est fini. On a fait la boucle. Et la boucle est bouclée. Anecdotique. C'est dans l'histoire. L'échange avec C'est au Brésil.